Bonsoir et merci de votre fidélité. Ravi et heureux de vous retrouver après quelques semaines d'absence. Merci surtout à mon confrère Prévert Noutéou qui a assuré la continuité de cette émission pendant mon absence. Au menu ce soir, les difficultés dans la mobilisation des ressources financières, notamment au niveau des recettes douanières. La douane contribue, vous le savez, pour beaucoup à la mobilisation des ressources budgétaires de l'État, ressources en chute libre, hélas. d'1,5 milliard, les recettes douanières au port autonome de Cotonou sont passées à 400 millions de francs CFA par jour, selon le directeur général de la douane. C'est moins d'un tiers. La contrebande, la baisse du Naira, l'ouverture de ports nigériens aux nouveaux produits sont pointés du doigt. La crise au Nigeria marque-t-elle la fin du système de réexportation pour nos importateurs? Cette crise compromet-elle les relations commerciales avec le Bénin? La chute des recettes menace-t-elle les engagements de l'État contenus dans le projet de budget 2017 estimé à quelques 2010 milliards de francs CFA? Pour en parler ce soir, j'ai sur ce plateau deux personnalités, le professeur John Igué, ancien ministre de l'Industrie, du Commerce et des petites et moyennes entreprises, géographe de formation. Il est actuellement le directeur scientifique du LARES, c'est le laboratoire régional d'analyse et expertise sociale aussi, je ne sais pas s'il est bien prononcé. Et à ma gauche, monsieur Franck Barroso, j'ai bien prononcé le nom, financier, et vous êtes consultant en gouvernance. Bonsoir, chers invités. Bonsoir, Monsieur le ministre, ma première question, qui pourrait être hors sujet pour ceux qui nous regardent, mais qui ne l'est pas en réalité, c'est ce qui fait l'actualité aujourd'hui, c'est-à-dire la saisie de quelques 18 kg de cocaïne dans un conteneur destiné à l'un des fleurons de l'industrie agroalimentaire au Bénin. Quel est le lien avec notre émission? Mais oui, il y a un lien puisque c'est du port qu'il s'agit. Est-ce que cette affaire qui a été relayée par les médias ne porte pas un coup, une atteinte à l'image du port qu'on dit port compétitif, monsieur le ministre? Merci. De mon point de vue, non. Aucun port au monde n'est propre, au vrai sens du terme. Donc les ports, c'est les hauts lieux des trafics de toute nature. Et c'est pas à Cotonou seulement qu'on saisit la drogue. Des pays champions de ça en Afrique de l'Ouest, c'est la Guinée-Bissau. Je ne dis pas que le Bénin va devenir un État narcotrafiquant, mais la situation de nos ports est tellement complexe que tout s'y passe. Donc 18 kilos de cocaïne. Pour moi, c'est un incident insignifiant. Ça dépend de l'exploitation politique qu'on veut en faire. Ceci dit, il ne faut pas s'affoler. Les ports du monde sont les lieux de trafic de toute nature, y compris les trafics les plus sales. Et vous pensez que c'est normal, le fonctionnement de l'économie comme ça? Vous dites les ports... C'est pas que c'est normal, mais c'est le constat. C'est le constat. Face à ce constat, il ne faut pas s'alarmer, il faut rester calme. Il ne faut pas s'alarmer, monsieur Raousou, c'est votre avis aussi? Merci, monsieur Mara. Je pense que, tel que le doyen l'a dit tout à l'heure, on n'a pas à s'alarmer par rapport à ça. Et moi, personnellement, je pense que cette situation ne jette pas du discrédit sur la compétitivité de notre port. Je pense que le fait que ces genres de marchandises arrivent à être détectées, c'est la preuve qu'il y a quand même un certain renforcement du système de sécurité du port. Donc je crois qu'on n'a pas à s'alarmer, comme l'a dit le doyen. Ça dépend maintenant de l'utilisation politique que les gens veulent en faire, parce que ce n'est pas une situation quand même si gravissime que ça. Très bien, pour le moment, vous êtes sur la même ligne, j'espère qu'il y aura la contradiction. d'1,5 milliard, je l'ai dit en introduction, les recettes de la douane sont passées au port autonome de Cotonou à 400 millions par jour. L'activité de réexportation est en chute libre, on a dit le riz, l'huile, les véhicules d'occasion, ce qui fait plusieurs milliards de pertes pour les caisses de l'État. Certains parlent de 30 milliards entre 2015 et 2016. Je ne sais pas si les chiffres sont exacts, mais la première question que j'ai envie de poser au professeur John Igué, c'est de savoir comment est-ce que toutes ces années, notre économie a été arrimée à la réexportation.
Merci beaucoup. C'est parce que nous avons choisi la situation de facilité. Et les acteurs privés béninois, pour une grande majorité d'entre eux, sont sur des activités spéculatives. Très peu sont sur la véritable production. Et produire, ça prend du temps, ça demande des expertises, ça demande la maîtrise de tous les circuits. Or, échanger, vendre le matin, faire son bénéfice le soir et faire le bilan le lendemain au matin, c'est ce que tout le monde aime faire au Bénin ici. Sur le secteur productif, il y a très peu qui soient performants. C'est le problème de notre pays. Depuis 1973, que le gouvernement de la Révolution, pour tirer profit de la rentrée de prospérité que nos pays voisins avaient mis en place ces systèmes de réexportation. Ça s'est adapté jusqu'à aujourd'hui et tout le monde a cru que nous pouvons gérer indéfiniment notre pays par rapport à cette économie spéculative. Donc depuis 1973, oui, notre économie est rimée à ces systèmes. Bon, ça a marché jusqu'à un certain, avec des hauts et des bas, bien sûr. Mais c'est que on constate aujourd'hui, c'est que nous sommes à la Quand vous fin. dites, sans vous couper, monsieur le ministre, quand vous dites des hauts et des bas, ça veut dire qu'il y a eu, c'est pas la première fois qu'il y a C'est pas la première fois qu'il y a des crises. Eu des crises. Il y a des crises, Nigeria. c'est pas la première fois. Et c'est pas la première fois que ça plombe les activités de réexportation. C'est bon de le rappeler. C'est pas la première fois, mais on s'est toujours adapté à ça. On s'est toujours adapté à ça. Et Est-ce qu'on a connu une crise aussi profonde que celle-ci? que celle-ci? Non. Ah. On n'a pas connu une crise aussi profonde que celle-ci parce qu'on ne s'est pas préparé à la crise actuelle. On ne s'est pas préparé à ça du tout. Ça est venu comme une surprise à tout le monde. Et maintenant, cette fois-ci, elle est beaucoup plus sérieuse que les autres crises. Parce que ma peur, c'est que le Naira ne se stabilise à ces niveaux assez bas pour une longue période. Et si ça se stabilise à ces niveaux, qui est environ 50% de la valeur du franc CFA, ça risque de plomber la compétitivité de notre économie. C'est à ça qu'il faut réfléchir très sérieusement et très profondément pour exiger de tout le monde la nécessité de mettre fin à l'économie spéculative. Monsieur Parossou, le ministre est en train d'évoquer l'une des causes que l'on évoque par rapport à ce qui nous arrive, la chute du Naira. Est-ce que c'est le seul facteur qui fait que notre économie a des problèmes, les recettes baissent? Merci. Bon, je ne dirais pas que c'est le seul facteur, mais pour revenir un peu en arrière, moi j'ai toujours dit que je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi les autorités béninoises, d'accord, ont toujours adopté une politique visant à faire de la réexportation vis-à-vis du Nigeria pour avoir des ressources. Pourquoi? Parce que je prends le Nigeria qui fait pratiquement 18 fois le Bénin, environ 178 millions d'habitants. Et je pense que ce que nous devions faire, c'est de détecter les besoins en production pour produire ces biens et les exporter afin de pouvoir profiter de la valeur ajoutée. La réexportation ne donne pas grand-chose. Même si nous réexportons vers le Nigeria, c'est le pays qui a produit en amont qui gagne la plus grande partie. Donc ce n'est que des miettes que nous gagnons. Je me rappelle que sous le premier mandat démocratique du président Kérékou, il avait réuni entre-temps les impôts, dit on va maintenant aller vers un projet consistant à valoriser l'agriculture à travers la production du manioc. Parce que, regardez par exemple, les Nigériens aiment consommer le gari avec transformé en eba et tout ça. Il faut mais produire. rapidement, le projet s'est arrêté comme ça. Moi, je pense que c'est vers ces initiatives-là que nous devons aller pour profiter réellement du potentiel du Nigeria qui est à côté. Je suis d'accord quand le doyen dit qu'il faut qu'on arrête maintenant avec cette façon d'aller vers des économies spéculatives et d'aller vers vraiment la vraie production.
Mais c'est la faute à qui vous dites au gouvernant, puisque vous dites, vous êtes étonné que, disons que la politique a été celle-là de réexporter. C'est la faute aux économistes, c'est la faute au gouvernant. C'est quoi? C'est une politique volontariste qui a manqué aux dirigeants? Moi, je vais vous répondre clairement en disant que pour moi, de mon point de vue, c'est la faute au gouvernant. Les économistes, par exemple, eux, ils sont là pour réfléchir, pour dire voilà, en faisant ci, en faisant ça, ça pourrait marcher. Mais c'est le pouvoir central qui met en œuvre les politiques macroéconomiques structurelles. C'est le pouvoir central qui crée l'environnement des affaires pour que le business puisse aller. Les économistes ne vont pas se lever pour dire, bon, voilà, on a conçu tel projet de développement et donc vous devez vous lancer dedans et le faire forcément. C'est pas ça. Les économistes vont réfléchir, sortir des modèles, mais c'est à l'État central de pouvoir donner la directive. C'est à l'État central de créer les conditions pour que les individus, les opérateurs économiques puissent être orientés vers tel domaine ou tel domaine. Très bien, vous êtes déjà au niveau des solutions, mais on va rester encore au niveau des causes. Monsieur le ministre, je ne vous prends pas au dépourvu, je sais que les chiffres, c'est votre domaine. Pour percevoir vraiment l'ampleur de cette crise au Nigeria, c'est bon peut-être qu'on ait quelques chiffres. On importait... On réexportait en moyenne annuellement combien vers le Nigeria et aujourd'hui on est à quelle échelle, si je puis m'exprimer ainsi? Quand je prends le riz, quand je prends les véhicules d'occasion, quand je prends l'huile. Bon. Parce que la douane nous donne un chiffre, on est passé d'1 milliard par jour à 400 millions, mais c'est bon que les gens sentent par exemple qu'est-ce qui stagne et comment? C'est le riz, c'est les véhicules d'occasion. Bon, le riz est arrivé ici comme un phénomène de réexportation vers les années 80 sur la demande du Nigeria, parce que les acteurs nigérians n'avaient pas suffisamment de devises pour importer les produits alimentaires nécessaires à la sécurité alimentaire de la population. Beaucoup sont arrivés ici en profitant des relations historiques qui entre le Nigeria et nous pour demander à certains opérateurs économiques béninois de les aider à utiliser les avantages du franc CFA pour importer massivement du riz à la destination du Nigeria. Ça a commencé comme ça et vers les années 80, quand ça a commencé, on ne dépassait pas 80 000 tonnes. Mais très rapidement, vers les années 94, ça est devenu un phénomène spectaculaire avec des entrepôts gigantesques à la frontière du Bénin avec le Nigeria, notamment au niveau du Golo, avec les entrepôts énormes et la création des marchés spéculatifs à la frontière comme les marchés bébés. Si vous arrivez à Golo à l'époque, toute la ville était transformée en entrepôt de riz. Alors, et de 80 000 tonnes vers les années 80, on est arrivé à près de 400 et quelques mille tonnes. Et aujourd'hui, les chiffres que nous avons au niveau de la douane, c'est de l'ordre de plusieurs de millions de tonnes, dont les 75% sont exportés vers le Nigeria. C'est le cas du riz, ça. Et c'est dans ce phénomène-là que d'autres produits se sont greffés sur ça, comme par exemple les voitures d'occasion qui sont arrivées vers les années 90 ici. Et j'ai lu, sans vous couper, un article qui dit que le Bénin au monde est l'un des pays les grands réexportateurs de véhicules d'occasion. Mais c'est vrai, parce que les chiffres, vers le 2015, les chiffres avoisinent près de 450 000 unités de véhicules dans les différents parcs de Semapoji, ce qui est énorme. Donc, après ça, il y a les huiles végétales, puis ainsi de suite. De toutes les façons, la structure de la réexportation est animée par 10 produits selon la douane béninoise. De ces 10 produits, les plus importants sont ces trois-là: le riz, les voitures d'occasion et les huiles de cuisine. Je rappelle aux téléspectateurs qui peuvent se demander pourquoi on n'a pas la douane, que nous avons invité la douane, mais voilà, donc, on n'a pas eu la réponse. Les chiffres sont phénoménaux en termes de tonnage pour un petit pays comme le nôtre. Mais la demande nigériane amortit tout cela parce que la demande nigériane est supérieure à ce que nous importons par ici. Bon, donc, là où ça est devenu problématique, c'est le fait que depuis 2006, les Nigériens nous ont suffisamment avertis sur le fait que notre politique commerciale basée sur la réexportation gêne leur politique économique. Donc, ils nous ont avertis plusieurs fois qu'il ne faut pas que nous transformions les pays en poubelle des produits fabriqués en Europe.
Donc depuis 2006, on a eu beaucoup d'avertissements sur ça. Donc quand vous dites est-ce que c'est la crise du Nigeria, est-ce que leur demande n'était pas en contradiction avec les besoins de leur propre population, puisque vous dites que la demande était plus forte que l'offre? Bon, écoutez, le Nigeria, pour satisfaire les besoins de sa population, a besoin de prouver qu'il a la capacité de faire cela, et non de s'appuyer sur des pays frontaliers, et notamment sur un petit pays dont la population est inférieure à celle de Lagos, de l'État de Lagos. Donc ça gêne politiquement, ça gêne, même si ça rend d'énormes services, ça gêne, c'est la raison. Le Nigeria a initié beaucoup de problèmes sur les différents aspects de la vie économique et de la vie sociale, et estime que notre politique de réexportation les empêche de réaliser cela. Par exemple, ils ont une politique énergique sur l'autosuffisance en riz, ils ont une politique très avancée sur l'autosuffisance en huile de cuisine, ils ont une politique extrêmement hardie sur la construction des véhicules. Bon, tout ça là est gêné par ce que nous faisons ici. Parce que ce que nous faisons ici joue contre la compétitivité des produits fabriqués localement. Mais qu'est-ce qui justifie que, apparemment, c'est ce que disent les archives, qu'ils aient maintenant ouvert leur porte à certains produits qu'ils n'importaient pas? Parce que nous, on a fait des enquêtes sur ça. Très bien. On a fait des enquêtes sur ça. Voilà ce qu'ils nous ont dit. Ils nous ont dit de façon très, très franche que le niveau de pouvoir d'achat des Nigériens ne permet pas de réaliser certains objectifs de développement annoncés par le gouvernement. Par exemple, parmi les objectifs annoncés par le gouvernement, c'est que si on vient importer de la voiture, il faut que ces voitures-là soient âgées de moins de 10 ans. Or, les voitures âgées de moins de 10 ans coûtent très cher. Le pouvoir d'achat des Nigérians ne permet pas de respecter cette décision. Parce que c'est des voitures propres pour lutter contre la pollution. C'est ce qu'il faut faire. Ce n'est pas le Nigeria seulement qui existe là, le Ghana à côté aussi existe là. Mais le pouvoir d'achat de la majorité des Nigérians ne permet pas de s'acheter des voitures de moins de 10 ans. Donc c'est pour cela que notre parc a toujours fonctionné. Ça a toujours fonctionné. Et comme le Nigeria a constaté qu'en interdisant la réexportation, un pan entier de sa population ne pourra pas s'acheter des voitures neuves et des voitures de 10 ans, elle a préféré offrir sur son propre marché les mêmes avantages que ce que nous offrons à partir des parcs de Semenkoji ici. C'est pour cela qu'elle a décidé de spécialiser de ces 12 ports en voitures d'occasion. Elle a décidé, si cela ne marche pas, de recycler les vieux parcs de voitures d'occasion qui circulent dans le pays, qui sont extrêmement nombreux, pour offrir les mêmes avantages que ce que nous offrons à partir du port de Cotonou ici. C'est une question de souveraineté nationale. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ne marche pas? Mais aujourd'hui, on constate de toutes les façons que ça marche. C'est la question que j'allais poser à M. Barros. Est-ce que la politique adoptée par le gouvernement nigérien aujourd'hui sonne, disons, la fin de la politique de réexportation de nos importateurs, si je puis m'exprimer ainsi? C'est une façon de dire plus clairement à nos gros importateurs. Vous avez beaucoup de richissimes qui vivaient de l'importation. Est-ce que c'est la fermeture du robinet définitivement? Non, je ne pense pas que ça soit définitivement la fin. Je ne pense pas que ça soit définitivement la fin. Mais je pense que c'est un signal fort quand même pour que au Bénin, nous puissions revoir les choses autrement. On ne peut pas stabiliser sur une très longue durée une politique de réexportation. Parce que la réalité est là. Il suffit seulement que les pays vers lesquels vous faites cette réexportation réorientent leur politique commerciale et vous avez le dos au mur. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui au Nigeria montre à nous Béninois que même si nous devons faire de la réexportation pour glaner des ressources, il faudrait qu'on fasse un mixage pour profiter réellement du grand Nigeria qui est à côté. C'est-à-dire quoi? Il faudrait qu'aujourd'hui nous réorientons nos politiques macroéconomiques vers la production, vers l'industrialisation de nos économies. Tant qu'on ne va pas faire ça, on ne va pas s'en sortir. Donc voilà un peu ce qu'il faut comprendre. Oui, est-ce que c'est votre avis? Oui, nous venons de faire pour le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la une enquête
sur la compétitivité des produits béninois sur le marché nigérien. Et les résultats ne sont pas alarmants. Tous les opérateurs nigériens que nous avons rencontrés, depuis Lagos jusqu'à l'état de Kebbi, au nord-ouest du Nigeria, ont affirmé le fait qu'ils ont besoin du marché béninois et des produits béninois, dont certains d'ailleurs offrent un avantage comparatif plus élevé que ce qu'ils produisent chez eux en termes de qualité. Donc, les niches existent. Les niches existent. Et la possibilité à exploiter ces niches. D'abord, c'est quoi ces niches? Citer quelques-unes. C'est-à-dire, ils nous ont dit qu'ils ont besoin de soja. Que si nous produisons 200 000 tonnes de soja par an, ils vont l'acheter. Mais vous êtes en train de penser que ceux qui ont vécu jusque-là de l'importation et de la réexportation vont se convertir en producteurs de soja? Attendez que je dise. Qu'ils ont besoin du manioc, qu'ils ont besoin du maïs, qu'ils ont besoin des cossettes d'igname. La demande en soja, en manioc, en maïs, ce n'est pas seulement pour la consommation des ménages, c'est pour la transformation agroalimentaire. Ils ont besoin aussi de notre ananas. Mais il y a très peu d'opérateurs béninois. Mais le hic, ici, c'est la nature des opérateurs économiques béninois, extrêmement centrés sur l'individualisme. Qu'est-ce que peut un individu face à un marché de 170 millions? Or, ces opérateurs économiques sont incapables de s'organiser pour produire, de s'organiser pour vendre. C'est ça qu'il faut changer d'abord. Donc, les niches existent. La situation n'est pas alarmante du tout. Elle est alarmante parce que les opérateurs béninois se refusent, à cause de leur égoïsme, à s'organiser pour faire front à un marché aussi important que le marché nigérien. Même les organisateurs des producteurs d'ananas, c'est chamaillant entre eux. Donc, la question est là. Comment est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour changer la mentalité des Béninois face aux exigences du marché nigérien? C'est ce que nous ne savons pas faire. C'est pour cela que le problème est beaucoup plus profond qu'on ne l'envisage. Le gouvernement veut, mais il faut transformer complètement la stratégie des opérateurs économiques béninois, fondée essentiellement sur la spéculation et sur l'inorganisation. Très mal organisée. Mais en attendant, Monsieur le ministre, nous parlons pour le futur, ce qu'il faut faire en attendant les caisses de l'État. ont des problèmes. On a un budget de 2010 milliards. Le DG Douane a reconnu qu'il y a une contre-performance liée à la chute de l'importation. On se tourne vers quoi au niveau des recettes douanières, par exemple? Avant de répondre à votre question, moi je voudrais faire rapidement un retour sur la question précédente. Je suis d'accord avec les points de vue du doyen, mais il y a un autre aspect que je veux quand même vous faire toucher des doigts. C'est-à-dire quoi? J'espère que le doyen ne vous n'a pas... enfin, vous n'êtes pas... Pardonnez-moi l'expression, parce que vous dites doyen, n'hésitez pas à le contredire si vous pensez non, c'est pas la première fois que le doyen, moi, on a débattu sur un plateau. Il sait très bien que je suis très libre dans mes pensées. Hein. Voilà. Non. Si le doyen dit quelque chose, je ne suis pas d'accord, je le lui dirai. C'est quand même la science, la discussion. Il n'y a pas de tabou autour. Je pense que si aujourd'hui, la plupart du temps, on va dans le même sens, c'est parce que c'est vrai, nous ne sommes pas là pour nous contredire, pour se contredire. On est là pour dire ce qui est vrai et donner nos pensées. Je pense qu'il y a aussi le poids du colonisateur qui agit beaucoup plus sur ce que nous produisons au Bénin. Vous allez constater que la plupart du temps, nous passons notre vie à produire des matières de base qui seront exportées vers le colonisateur pour objet de transformation de l'autre côté. En témoigne même la manière dont notre économie est organisée. On n'a pas réellement ce que nous appelons un tissu économique. Il n'y a pas une intégration. Il n'y a pas une intégration où on a tel secteur qui produit ceci, qui sera utilisé dans l'autre secteur pour transformation, ainsi de suite, jusqu'au produit fini. Il n'y a pas réellement un tissu. C'est parce que le colonisateur nous a formatés comme ça, et malheureusement, les cadres qui dirigent nos pays sont également formatés comme ça, et donc ça se passe de cette façon. En témoigne même les infrastructures routières, portuaires et autres que nous avons. Tout est orienté, on voit que tout est orienté vers les points d'exportation vers le colonisateur.
Regardez aujourd'hui les routes qui lient les différentes villes, les villages, etc. Vous voyez qu'en réalité, toutes les routes qui sont praticables aujourd'hui, c'est les routes qui mènent d'un coin A pour venir à l'aéroport ou pour venir au port. C'est juste pour exporter les matières premières. C'est pour l'économie du drainage. Le drainage, c'est simplement ça. Donc il y a effectivement ce problème-là qui fait que les producteurs béninois aujourd'hui ont du mal à produire ce qu'il faut pour aller alimenter, par exemple, les Nigériens. On passe toute notre vie à dire, produisez le coton, mais quelles sont les industries de transformation du coton que nous avons ici pour que le peu de coton que nous produisons ici, là, on puisse le transformer pour vendre des produits finis? C'est ça la grande question. Parce que ça peut apporter un plus dans les recettes de l'État? Naturellement, quand nous avons le produit fini, ça va apporter beaucoup de ressources. Ça, c'est clair. Oui. Donc, voilà. Maintenant, la question que je vous ai posée. Par rapport à votre question, moi, je pense qu'il y a un véritable problème. Moi, je me sens un peu en situation d'inconfort par rapport au nombre de milliards de budgets annoncés. Vous diriez, comme certains peut-être le pensent, il y a maintenant sur disons, les ressources de l'État, crainte peut-être de paiement des salaires. Est-ce que vous avez cette appréhension? Bon, paiement de salaire, je n'irai pas... Enfin, les engagements de l'État. Je pense que l'État se trouve dans une situation grave. Je m'explique. Le gouvernement actuel, d'accord, est venu trouver un budget, d'accord, d'environ 1400 milliards, mais a trouvé que nous n'avons pas suffisamment, d'accord, la possibilité de mobiliser ces ressources pour réaliser tout ça parce que l'environnement n'est pas favorable et tout, et à réaliser ce que nous appelons un collectif budgétaire. Et la crise a continué. On a été frappé de plein fouet par la dépréciation du naira qui a promis tout. Et comme le disait le doyen, on craint qu'il n'y ait une stabilisation à la baisse. Et c'est ce qui va se passer, moi je pense. Vous pensez qu'il y aura une stabilisation à la baisse? C'est ce qui va se passer. N'oubliez pas que la dépréciation du naira a été un instrument de relance de l'économie nigériane. C'est ça le problème. Absolument. Il n'y a pas eu la dépréciation parce que les Nigériens ne veulent pas se développer. Non. Ils ont fait ça pour relancer les exportations, attirer les investissements. C'est ça le problème. Donc, ce qui est sûr, tout au moins à moyen terme, là, il va y avoir une stabilisation à la baisse. Moi, je pense. Vous ne pensez pas que peut-être certains disent qu'il y a un espoir de boom pétrolier, je n'en sais rien, d'ici 2017 ou 2018? Le pétrole ne peut pas relancer l'économie? Mon cher journaliste, ça n'arrivera pas. Suivez les informations au niveau du monde. Regardez les grands producteurs de pétrole. Tout le monde est en difficulté aujourd'hui. Et il faut voir aussi, aujourd'hui, il y a une tendance, d'accord, à la promotion de ce que nous appelons le renouvelable. Et quand est-ce que vous voulez voir le boom pétrolier? Attention, le monde est en train de changer autrement. Donc, vous dites qu'il y a inquiétude pour la mobilisation des ressources au niveau national. Ça, c'est clair. Moi, je pense que si on a pu faire un collectif budgétaire juste à l'entrée, c'est parce qu'on a projeté une difficulté à mobiliser les ressources tout de suite. Et donc, on a dit, réduisons les choses pour être réalistes. Mais on est encore dans la crise. La crise s'accentue. Et maintenant, nous voulons aller à 2010 milliards. On veut dépasser même le budget par rapport auquel on a fait un collectif budgétaire. Bon, moi, je me suis posé une seule question. Quelle a été la pertinence des prévisions macroéconomiques? Parce qu'on ne définit pas un budget parce qu'on regarde en l'air pour définir. Je n'ai pas dit que les gouvernants définissent un budget en l'air. Ce n'est pas ce que je dis. Parce que pour définir un budget, il y a des prévisions sur le PIB, les taux d'investissement, etc. Moi, je ne sais pas quelles sont les prévisions qui ont été faites et quelle est la pertinence de ces prévisions et qui ont pu donner au gouvernement actuel la confiance d'aller jusqu'à 2010 milliards. Il y a certains qui disent, puisque aujourd'hui on a quand même une loi sur le partenariat public-privé, et donc que cette loi-là vient de réglementer ou de donner un cadre législatif formel, d'accord, pour que les investisseurs puissent accompagner l'État dans les projets d'investissement et tout. J'ai dit, mais écoutez, les investisseurs vont investir lorsque l'environnement économique est favorable. Aujourd'hui, nous savons que la plupart de ce que nous faisons, c'est les exportations vers le Nigeria, et nous sommes en difficulté. Est-ce que les incubateurs économiques là, vont pouvoir, par rapport à cet environnement qui est ambigu, qui est compliqué et dont la sortie du bout du tunnel n'est pas de maintenant,
et que seul Dieu créateur est capable de prédire quand est-ce que la crise va s'arrêter, est-ce que ces investisseurs-là seront prêts à engloutir encore des milliards actuellement? Est-ce que le ministre nourrit les mêmes inquiétudes par rapport à la mobilisation des ressources pour le budget? Bon, moi, je ne suis pas spécialiste de la question. Bon, mais c'est une question de logique quand même. Et pour des questions de logique, on n'a pas besoin d'être forcément spécialiste. Moi, je fais confiance à ceux qui ont décidé, le budget. ont décidé de dire que le budget va être de 2010 milliards. Ils ont peut-être leurs secrets que le peuple ne connaît pas. Donc, le problème pour moi, ce n'est pas de s'alarmer sur les chiffres. Le problème, c'est de voir les stratégies qu'ils vont mettre en place pour mobiliser un si important fonds. Et à propos de stratégie, quand j'ai lu les causes de la chute des recettes, on a déjà évoqué le problème de l'ouverture des ports au Nigeria. Mais on évoque aussi, vous avez évoqué la chute du Naira, mais on parle de la contrebande. Et la question, puisque vous parlez de stratégie, comment faire pour combattre la contrebande? On ne peut pas combattre la contrebande. On ne peut pas. Parce qu'on dit que notre économie est à 80 oui, ou 70% c'est les conséquences de la réexportation instaurée en 1977 comme système économique commercial. Pourquoi on ne peut pas combattre la contrebande? Parce que ce système de réexportation implique l'État indirectement dans la contrebande. Et puis, aujourd'hui... Donc quand vous dites ça, vous voulez dire quoi concrètement? L'État est impliqué dans... Oui, l'État est indirectement impliqué, puisque c'est l'État qui fait les désarmements douaniers pour permettre une certaine compétitivité des produits que nous importons du marché international sur le marché nigérien. Vous comprenez? Oui. Les problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est que ce système est arrivé à sa fin par rapport au TEC-UEMOA, par rapport aux accords de partenariat. Donc il faut regarder les réalités en face pour que l'État s'organise autrement, même indépendamment de la crise du Nigeria. Bon, ce qu'il faut faire, et qui me permet de dire qu'on ne peut pas supprimer la contrebande, c'est la nature de nos frontières. Ces frontières-là sont très perméables et on a affaire aux mêmes populations qui ont des besoins différents. Face à ces besoins différents, je vois mal comment est-ce qu'on peut dire qu'on va arrêter la contrebande. Je vous donne un cas. La question du paillot. Oui, l'essence frelatée. Ouais, l'essence paillot, qui est devenu un système ici. Ce système approvisionne le marché en énergie à plus de 90%. Toutes les sociétés pétrolières qui sont là ne font qu'à peine 10%. Comment est-ce que vous pouvez arrêter cela? Dans la mesure où le pétrole est apporté directement aux ménages sans que les ménages fassent un effort. Et puis c'est avantageux pour nous parce que nous accédons à un prix subventionné par un pays. Les avantages sont énormes pour le pays. Je trouve que quels que soient les risques qui sont liés à ça et quelles que soient ses conséquences sur les fonds routiers, le gouvernement n'a plus de moyens pour détruire ça aujourd'hui. Le gouvernement n'a plus de moyens pour détruire ça ici. Chaque fois qu'un gouvernement a voulu s'attaquer à ça, vous voyez, la pression sur la demande en hydrocarbures est telle que les gens reculent. Donc, c'est ça un aspect qui fait qu'on ne peut pas supprimer la contrebande. Le second aspect qu'on ne peut pas supprimer la contrebande, c'est qu'on est dans un système économique dualiste. La colonisation a amené une logique. Les populations ont leur propre logique. Ce que les populations ont comme logique, la colonisation appelle ça l'économie parallèle. Alors, comment est-ce que vous pouvez faire? On n'a pas encore détruit la logique de la population à la base. Et cette logique est essentiellement fondée sur ce que nous ne pouvons pas maîtriser. Donc, notre comptabilité, de ce point de vue, est totalement biaisée. Donc, il faut tenir compte des réalités des économies des pays pauvres pour ne pas s'affoler. Monsieur le ministre, oui. sans vous couper, le Bénin n'évolue pas en vase clos. Nous avons d'autres pays qui ont des ports autour de nous et j'aimerais savoir comment est-ce que le Togo, le Ghana, les autres pays voisins
vivent la crise du Nigeria? Est-ce qu'ils ne réexportent pas? Est-ce que leur politique de réexportation n'est pas la même qu'au Bénin? Comment est-ce qu'eux, ils supportent la crise? Les informations qui me sont parvenues ces derniers jours montrent que le port d'Abidjan dépend du Nigeria à près de 40% de ses activités. Non, c'est à combien? Le port du Ghana dépend du Nigeria à près de 50%. Oui, je veux un chiffre. Le port du Togo à près de 55%. C'est 70% ici au Bénin. 70%. Donc tout le monde est affecté par la crise nigériane aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on tient compte de ce que je viens de dire là, en termes de chiffres, le Nigeria s'impose comme l'économie dominante dans la région. Et il faut en tenir compte. Donc, la difficulté pour nous ici, c'est comment s'organiser dans le cadre des accords régionaux que nous avons et qui ne nous favorisent plus du tout aujourd'hui. Il faut soulever cette question-là. Les accords régionaux que nous avons, qui nous lient à la CEDEAO, qui nous lient à l'UEMOA, qui nous lient à d'autres instances régionales, ne sont plus favorables à nous. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? C'est le grand problème qui est posé à l'État, ça. On ne peut pas continuer à faire la politique de l'autruche. Parce que si le Nigeria stabilise sa monnaie au taux actuel, notre appartenance à la zone CFA va nous poser d'énormes problèmes par rapport à la rentabilité de ce que nous faisons ici. Et vous voyez toutes les entreprises que nous avons ici, comme les aciéries, comme la Sobibra, comme les fabricants d'huile, ne fonctionnent plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il y a nécessité d'envisager des réformes structurelles du fonds et ne plus écouter seulement les bailleurs du fonds. Parce qu'il y a une chose qu'il a dit que j'apprécie, la nature de nos économies dépend plus des suggestions qui nous viennent de l'extérieur que de notre propre réflexion interne. Donc, pour régler les questions de la pauvreté, on nous a mis dans la logique de la stratégie de réduction de la pauvreté, on nous a... Et ce qu'on nous conseille, c'est ça qu'on conseille à tous les États. Donc, à terme, on plombe les économies parce qu'on les empêche d'être compétitifs. Tous sont concurrentiels. C'est à ça qu'il faut réfléchir désormais et dire aux bailleurs de fonds que c'est bien vos suggestions, mais donnez-nous le temps pour que nous gérons notre économie par rapport aux contraintes socio-culturelles qui sont les nôtres. Et on ne sait pas faire ça. Avant d'entrer en studio... On ne sait pas faire ça parce que les gens espèrent des enveloppes compensatoires. Or, les enveloppes compensatoires, c'est des pis-aller. C'est des pis-aller, ça ne fait qu'aggraver notre situation de dépendance. Si tout le monde est heureux à être dans une logique de dépendance de façon éternelle, tant mieux. Mais il va falloir quand même qu'on réfléchisse autrement. Il y a plusieurs pays de l'Interland qui passent par, qui passent par le port de Cotonou. Je veux citer le Niger, par exemple. Et dans notre entretien, avant d'entrer en studio, vous me disiez que le Niger pourrait se tourner vers le Nigeria par rapport aux véhicules d'occasion, ce qui pourrait peut-être aggraver la situation que nous sommes en train de décrire. Vous savez, le Niger et le Nigeria ont des relations particulières que le Bénin n'a pas avec le Nigeria. Lesquelles? Les relations Haoussa. Et pour les Haoussa, il n'y a pas de Niger, il n'y a pas de Nigeria. Il y a la communauté Haoussa. Depuis la colonisation, ils ont résisté à la partition du peuple Haoussa par rapport à la volonté française et à la volonté anglaise. Et ils l'expriment de façon ferme à tout le monde aujourd'hui. Vous voyez par exemple, quand on a fermé la frontière ici vers les années 84, ils ont réuni leurs cadres des deux côtés de la frontière pour dire, mais de quoi vous vous mêlez? Et les autorités des deux côtés ont présenté leurs excuses. Nous ne savons pas faire ça entre nous et le Nigeria ici. C'est la différence, ça. Et sur la base de cela, le Niger tire mieux profit de ses relations avec le Nigeria que nous. Allez voir le secrétariat de la coopération nigéro-nigérienne à Niamey. Nous n'avons pas de pareil parce que nous faisons la politique de l'autruche dans ce pays. On ne sait pas calculer nos intérêts. Et on est plombé par notre comment je vais dire ça, notre attachement à la logique française. On est plombé par ça. Nous ne sommes pas les seuls à être colonisés par la France, mais les Béninois ont une maladie qui les attache viscéralement à la France et sont incapables de résister à ça. Et pourtant, c'est dans ces pays qu'on a eu des gens comme Bianzin. La lutte des Bianzin
n'a servi à rien dans la mentalité des Béninois aujourd'hui. C'est dommage. Est-ce que face à la situation que nous décrivons, il ne faut pas une politique plus offensive peut-être à l'égard des pays de l'Interland que je viens de citer tantôt? Si on a des problèmes avec le Nigeria, baisse du Naira, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport aux pays comme le Burkina Faso ou le Mali qui passent par notre port? D'accord, moi je vais revenir un peu en arrière, voilà, parce que je m'en voudrais de ne pas dire un mot sur la question de l'informel aujourd'hui. Oui. Vous savez, ce qui fait que l'informel s'impose aujourd'hui dans notre système, c'est parce que nous n'avons pas ce que nous appelons... Et quand on dit informel, ça veut dire des pertes de recettes pour les régies. Naturellement. Ce qui fait que l'informel est dans une situation confortable, c'est parce que nous n'avons pas ce que nous appelons généralement une fiscalité de développement. C'est quoi une fiscalité? La fiscalité de développement, c'est cette fiscalité qui vise à encourager les opérateurs économiques, les individus, à venir volontairement se déclarer, parce qu'on est dans un régime déclaratif, à venir vers le fisc, d'accord, simplement parce qu'ils ne trouvent pas le fisc comme un bourreau. Aujourd'hui, regardez le nombre de taxes et d'impôts que nous avons. Ça fait que les opérateurs économiques fuient délibérément. Parce que quand vous venez vers l'État pour vous déclarer, vers l'administration fiscale pour vous dire, bon, me voici, j'exerce telle activité et tout, en même temps, là, vous croyez que le surlendemain, vous avez tous les problèmes du monde. Vous voyez un peu. Oui. Aujourd'hui, pour régler la question de l'informel, l'État central doit commencer par aller vers quel est le modèle de fiscalité que nous allons mettre sur pied, à telle enseigne que ce que nous allons perdre en prix, nous allons le gagner en quantité. On n'a pas besoin d'avoir des taux d'imposition agressifs. On n'a pas besoin d'avoir des taux élevés. On n'a pas besoin de tuer nos opérateurs économiques. Faisons en sorte que nous ayons des taux d'imposition faibles, à telle enseigne que tous les acteurs ne trouveront pratiquement pas d'inconvénients à se formaliser pour bénéficier des avantages liés à la formalisation et donc de proche en proche, de façon globale, par rapport à ce que nous appelons les économies d'échelle, en collectant un peu, mais sur une grande majorité, l'État pourra avoir beaucoup de ressources. Avant de venir à ma question de politique offensive à l'égard des pays de l'Interland, puisque vous êtes sur cette lancée, l'informel, le professeur vient d'évoquer par exemple les vendeurs de l'essence frelatée. Est-il possible d'imposer un secteur comme celui-ci? Bon, et techniquement, aujourd'hui, je pense que cette il y a eu des tentatives de création de mini-stations en les regroupant. Pourquoi ça n'a pas marché? Cette question de suppression, je ne parle pas de suppression, moi. Bon, j'ai dit imposer le secteur, c'est-à-dire créer des taxes pour ceux qui vendent au bord de la route. Oui, mais vous ne pouvez pas taxer les gens dès lors que vous ne les réorganisez pas, dès lors que vous ne les formalisez pas, dès lors que vous ne les reconnaissez pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'administration fiscale, au niveau décentralisé, au niveau des communes, là, ils font ce qu'on appelle les audiences foraines, où chaque année, ils descendent dans les rues et les gens qui font du paillot et autres, ceux qui ont les boutiques, là, on passe, on regarde ton étalage en fonction de la valeur, on dit, bon, c'est tel montant que tu vas payer. Ça, là, ce n'est pas des ressources fiscales qui viennent directement au niveau de l'État central. D'accord? C'est au niveau des communes que ça se fait. Mais encore qu'il faut s'assurer que vous allez trouver le vendeur là. Parce que quand les gens viennent au niveau d'un étalage en même temps là, celui-là passe de coups de fil aux autres et puis les autres ferment leur boutique, les autres ramassent et puis finalement là, il y a une évasion terrible. Je pense qu'aujourd'hui par rapport au paillot, comme l'a dit le doyen tout à l'heure, la demande est tellement forte qu'on ne peut plus être agressif vis-à-vis de ces gens-là. Moi, je vous donne un exemple. Oui, mais tout seul. Je vous donne un exemple. Oui. Lorsque vous prenez, par exemple, la zone de Comé, vous faites Comé ou Mako, tout ça, la Lokosa jusqu'à Zové, combien de stations-service vous avez? Il n'y a pas. Il n'y en a pas? Oui, mais la question... Ils sont allés à Zové, d'abord avant de trouver, je crois, une ou deux. Et comment les gens vont s'approvisionner? Oui, la question, c'est comment on n'a pas réussi à organiser, justement, ces revendeurs de pétrole. Il y a eu la tentative de création de mini-stations, monsieur le ministre. Vous savez ce qui tue au Bénin ici, moi je vais vous dire. Oui. Ce qui tue, lorsqu'on veut faire une réforme, il y a toujours la fameuse main invisible d'Adam Smith qui passe par derrière, qui commence par exiger des gens si ça. Sinon, mais les gens sont prêts. Mais le problème, c'est qu'on demande toujours les enveloppes en dessous pour avoir ceci, il faut donner ceci. Mais c'est ça la véritable question. Non, vous pensez que c'est ça qui a fait que ça n'a pas marché? Mais oui.
Oui, monsieur le ministre. Par rapport à la fiscalisation à la question de l'informel ou à la contrebande, il faut être réaliste. La situation de l'emploi dans le pays aujourd'hui ne permet pas à l'État d'aller au bout de ce qu'il déclare. Lorsque vous ne recrutez plus les gens, ce régime vient de désengager 1000 et quelques contractuels de l'État. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vivre de quoi? Vous voyez, donc on forme les diplômés en abondance, sans se soucier de ce qu'ils vont devenir. Qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ces gens que vous n'assurez pas, à qui vous n'assurez pas un minimum de sécurité? Ils sont obligés de se débrouiller. Et ils sont obligés de rester dans un circuit que l'État ne peut pas toujours contrôler. C'est la question de fond, ça. Et ce n'est pas nous qui sommes dans cette situation. Tous les pays d'Afrique, y compris même les pays arabes, sont dans cette situation de contradiction entre le marché du travail et les demandeurs d'emploi. Donc, c'est le premier élément, ça. Et sur ça, là, il faut être très souple. Sinon, vous allez créer des tensions que nous ne pourrons plus gérer. Oui, la souplesse s'exprime. Il faut être très souple. Oui, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que lorsque les gens arrivent à régler leurs propres problèmes, il faut les soutenir plutôt que les détruire. Ça va de l'équité sociale. C'est clair. Il faut les soutenir que de les détruire. Bon, vous avez posé une question sur le fait que les petites stations n'ont pas marché. Vous savez ici, ce qui marche, c'est ce qui résulte d'une étude approfondie. Or, nous ne faisons aucune étude ici. Il suffit de simples alertes qui viennent soit des femmes des grandes autorités, soit des services de renseignement, soit de la police, pour qu'on décide. Ça ne suffit pas. Oui, mais ça ne suffit pas. Vous faites beaucoup d'études. Finalement, elles servent à quoi? C'est ça la question. Qui me demande les résultats de ça? Moi, je suis constamment sur le terrain. Mais qui me sollicite pour dire faire quoi que ce soit? Et puis, vous savez, nous, les professeurs chez soi. Moi, je ne fais pas ça pour que je sois conseiller de qui que ce soit. Je le fais pour pouvoir connaître mieux ma société et savoir où placer mon pied. Ça, c'est extrêmement important pour moi. C'est la raison qui détermine le fait que je sois très, très, très discret dans le pays. Donc, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué. Et nous n'arrivons pas à faire des études systématiques avant d'agir. Il y a eu beaucoup de cas comme ça. Vous voyez, on arrête les barrages routiers aujourd'hui, puis demain on les replace, on va dire qu'on ne fait plus ceci, puis demain on les fait. Ça veut dire que nous n'avons pas mûri avant d'agir. Et c'est extrêmement important qu'on change de stratégie par rapport à ça. Le plus grand souci des autorités de ce pays, puisque j'ai été ministre, c'est la compétence des cadres qu'ils ont autour d'eux à pouvoir faire face aux exigences du développement. Très peu ont cette compétence-là aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas été formés pour ça. Et ils n'ont pas été formés pour ça parce que la politisation à outrance de l'administration empêche qui que ce soit de fournir des efforts nécessaires pour être à la hauteur de sa responsabilité. Donc c'est ça aussi. Quand tu demandes à un cadre de l'administration, spécialiste soit dans ça, il va dire pour combien de temps? Le temps qu'un ministre vienne me remplacer, moi, je ne veux pas me gêner. Donc, on n'a pas encore compris l'essence du développement des pays, dans les pays pauvres. Cette politisation à outrance de l'administration, il faut mettre fin à ça. Et il faut spécialiser désormais les cadres de l'administration autour des grands enjeux de la nation. Si on ne fait pas ça, nous serons toujours en train de passer en revue ce débat-là depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. C'est la question de fond, ça, de mon point de vue. Changeons complètement le paradigme. Changeons complètement. Si on ne change pas le paradigme, ça veut dire que nous serons toujours en train de nous plaindre éternellement. Mais quand je vous demande, on change de paradigme en proposant quoi? En disant que l'État est là pour veiller au bien-être des citoyens. Et que ce citoyen, qu'il soit de l'opposition ou de la mouvance, a les mêmes droits et doit bénéficier des mêmes avantages. Or, vous savez, la politique béninoise, elle est fondée sur le changement des régimes. Et on parle de l'alternance politique, mais cette alternance coûte très cher en termes de stabilité de l'institution étatique. Il faut stabiliser l'institution étatique. Si
on veut sauver le pays. Or, l'institution étatique n'est pas stabilisée aujourd'hui parce qu'à chaque alternance, on renouvelle la classe. Et on punit ceux qui ont servi l'ancien régime, même ils sont des simples innocents. Il faut cesser avec ça. Monsieur, vous avez déjà fait des propositions, comment sortir d'une situation aussi sombre, mais moi, je vais au-delà, puisqu'on dit que le port, c'est le poumon de notre économie. On a vu la chute de nos recettes. Le professeur parlait de chômeurs, peut-être qu'il y en aura davantage, parce que tous ceux qui vendent les véhicules dans nos parcs vont devenir des chômeurs si les véhicules ne sont plus réexportés vers le Nigeria. Et j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qu'il faut pour relancer, disons, la compétitivité du port? Ok. Moi, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose. Les problèmes que le port est en train de traverser actuellement ne datent pas de maintenant. Vous devez vous rappeler que sous le régime défunt, il y avait eu une décision qui a été prise et les opérateurs économiques des pays de l'Interland se sont retirés et ils ont réorienté le trafic vers le Togo à côté. À partir de cet instant-là, on a compris que le port a commencé par traverser des difficultés jusqu'à aujourd'hui. Parce que le trafic n'est plus revenu. Je pense que ce qui est important, c'est que nos dirigeants, avant de prendre des décisions, doivent réagir, doivent réfléchir du moins et voir l'impact à court, à moyen et long terme de cette décision-là sur notre économie. Je me rappelle qu'en ce moment-là, juste avant la décision, quand vous allez au port de Cotonou, vous voyez les bateaux partout, ainsi de suite. Mais dès que la décision a été prise comme ça et que les Nigériens et les Maliens et autres là, se sont retirés, on a constaté qu'en une semaine, à peine on voit 3, 4 bateaux qui viennent. Et quand vous allez au Togo à côté... Oui, je reprécise ma question. Oui. Face à la situation qu'on vient de décrire, de présenter, on a dit le Nigeria, qui est notre principal partenaire en ce qui concerne les réexportations, ferme le robinet. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour que le port retrouve les recettes pour financer les investissements? Mais retrouver les recettes, c'est relancer d'abord le trafic. Je suis en train, en réalité, de vous parler de l'historique, des difficultés du port. Il ne faut pas voir, moi je ne vois pas. On a très peu de temps et je voudrais qu'on aille vite, quoi. Ah bon, si vous voulez qu'on aille vite, dites-moi, allons vite, et je comprendrai. Oui. Parce qu'en réalité, la baisse du trafic ne date pas de la dépréciation du Naira. Et non, c'est pas de ça. Moi, je pense que le vrai problème se trouve au niveau de la pertinence de nos décisions et de nos réformes. Maintenant, de façon globale, moi, je pense que la situation du port d'aujourd'hui, ce n'est pas une décision qu'on pourra prendre tout de suite et régler le problème. Je pense que ce qu'il faut faire là, c'est de sortir du carcan des directives des institutions de Bretton Woods et du colonisateur qui disent faites ci, faites ça, oui. Voilà les objectifs du millénaire pour le développement. Moi je me dis quelque chose, il y a quelque chose qui me fait rire souvent. Objectif du millénaire pour le développement, ça veut dire quoi? Dans notre conscience, dans le subconscient, attendez, dans le subconscient, on est en train de nous dire que c'est dans 1000 ans qu'on pourra atteindre tel autre objectif. Non, les objectifs de développement doivent être clairs avec des délais précis. Il n'y a rien à faire dans 1000 ans. Pourquoi on ne dit pas dans 1000 ans? Non, mais c'est intuitivement, c'est ça. C'est juste pour vous dire, on sera en train de lutter pour ça pendant tout le millénaire. Je vous en prie. Pourquoi on ne va pas dire les objectifs pour 5 ans? Les objectifs pour 10 ans. De façon claire. Pourquoi millénaire? On n'a pas besoin de ça. Les États-Unis ont fait une révolution en moins de pratiquement 50 ans. Pourquoi nous on va faire 1000 ans pour être en train de lutter contre la pauvreté? Tel que le doyen a dit avec les satellites de réduction de la pauvreté pour 1000 ans. Moi je pense que ce qu'il faut faire, lorsque vous êtes dans une compétition et vous vous appelez David et qu'à côté de vous il y a Goliath qui fait 2,70 m, qu'est-ce qu'il faut faire simplement? Il faut s'allier à lui. Aujourd'hui, le Nigeria, le Nigeria, c'est le géant de l'Afrique. C'est la première économie de l'Afrique. Nous sommes à côté du Nigeria. À défaut d'avoir une monnaie commune pour la CEDEAO ou pour l'UEMOA, on va se rimer simplement sur le Naira et travailler avec le Nigeria. Parce qu'avec cette question de franc CFA, nous n'allons jamais nous en sortir. C'est la grande question. Il faudrait que nous prenions... suggérer la création d'une monnaie... Mais il le faut, parce qu'il faudrait qu'on sorte de ce carcan des colonisateurs et des institutions de Bretton Woods. Monsieur le ministre,
avant le dernier tour de table dans quelques secondes. On est venu ici sur la baisse des recettes de l'État. Exactement, oui. Les solutions existent. Lesquelles? Il faut que le gouvernement entame avec les 6 États limitrophes du Bénin des négociations sur ce qu'on peut faire ensemble. Et ça, les gens sont disponibles à ça. Il ne faut plus continuer à parler du Nigeria par rapport à Abuja. Il faut une solution il faut une solution locale pour nous. Et négocier avec l'État de Lagos, négocier avec l'État d'Ogun, négocier avec l'État de York, négocier avec Kwara, négocier avec Niger et Kebbi State. Chacun des États du Nigeria? Non, des 6 qui sont... Okay. Et puis on s'asseye pour dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble entre nous pour renforcer notre solidarité. Si on fait ça, on trouvera des solutions rapides et efficaces pour doper l'économie béninoise et la rendre plus compétitive vis-à-vis du marché nigérien. Et on verra des niches sur lesquelles nous pouvons nous placer pour régler nos problèmes ici. C'est ce qu'il faut faire et c'est urgent ça. Et les gouverneurs de ces régions sont favorables à ça parce que les populations leur disent ceci. Les politiques qui émanent du gouvernement central ne touchent pas souvent les plus pauvres et ceux qui ont le plus grand besoin. C'est fait pour un lobby. Donc nous ne sommes pas concernés par ça. C'est ce que les Nigériens de la classe moyenne disent. Nous ne sommes pas concernés par ça. Nous sommes concernés par ce qui nous touche directement. Ce qui nous touche directement, c'est nos relations de proximité. Parce que si quelque chose de grave arrive aujourd'hui, il faut qu'on puisse se nourrir et trouver la nourriture. Et malgré ce qu'on dit aujourd'hui, de l'arrêt de la exportation, de l'arrêt de ceci, c'est nos erreurs qui font que nous subissons les conséquences de façon tragique. Regardez, depuis que les voitures d'occasion ne vendent plus, les taxes qu'on a inventées deviennent plus élevées que le coût de la voiture. C'est ça qui a aussi aggravé les crises au niveau des parcs. Vous voyez, on fait des erreurs toujours dans le choix des options que nous faisons ici. C'est ça la question. Merci, Monsieur le ministre. Vous allez conclure le débat en quelques mots. La porte de sortie, le ministre vient de proposer une concertation avec un certain nombre d'États. Qu'est-ce que vous proposez? Je pense qu'à court terme, les négociations nous permettront de voir de façon claire quelles sont les niches sur lesquelles on va se positionner. Je suis d'accord. Mais à moyen et long terme, la grande question, c'est une question monétaire. Aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu la dépréciation du Naira qu'on a eu une baisse drastique des recettes fiscales parce que les réexportations vers le Nigeria ne marchent plus, les Nigériens ne viennent plus acheter au niveau de nos marchés. Et tout ça, c'est à cause, en réalité, de la parité, d'accord, qui existe entre le Naira du Nigeria et le CFA du Bénin. Malheureusement, nous sommes dans la zone franc et on n'a pas une indépendance de notre politique monétaire. Nous n'avons pas la possibilité d'agir sur la valeur de notre monnaie par rapport, d'accord, aux autres devises avec lesquelles nous sommes en commerce international. La conséquence est très simple. Dès lors que nous n'arrivons pas à trouver à moyen et long terme des solutions de rechange, toutes les fois, nous serons obligés d'avoir toutes des difficultés avec des monnaies par rapport auxquelles on ne peut pas faire des ajustements au niveau de notre monnaie. Donc, voilà un peu ce que je pourrais dire par rapport à ça. Merci, chers invités. Nous sommes au terme de cette émission. Est-ce que nous sommes sur la ligne rouge dans la mobilisation des ressources financières pour le développement? C'était la question au centre de notre émission avec pour invité le professeur John Igué, géographe, chercheur, ancien ministre de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises, directeur scientifique du laboratoire d'analyse régionale et d'expertise sociale, le LARES. Franck Barroso, il est financier consultant en gouvernance, en l'occurrence au mécanisme africain d'évaluation par les pairs, le MAEP. Merci à mes deux invités, merci à vous qui êtes restés pour suivre l'émission de bout en bout. Merci aux cadreurs, à tous les techniciens, à l'équipe de réalisation conduite par Christelle Sagouin. À dimanche prochain.